Chapitre 31. L'échec des assassins financiers en Irak. Comme président d'IPS dans les années 80 et consultant pour SWEC à la fin de cette décennie et presque tout au long des années 90, j'ai eu accès à des informations sur l'Irak qui n'étaient pas disponibles à beaucoup de gens. Dans les années 80, la plupart des Américains ne savaient pas grand-chose de ce pays qui ne faisait tout simplement pas partie de leur monde. J'étais toutefois fasciné par ce qui se passait là-bas. Je demeurais en contact avec de vieux amis qui travaillaient pour la Banque mondiale, pour USAID, pour le FMI ou pour une autre institution financière internationale, ainsi qu'avec des gens de Bechtel, de Halliburton et des autres grandes compagnies d'ingénierie et de construction, dont mon propre beau-père. Plusieurs ingénieurs engagés par des sous-traitants d'IPS et par d'autres compagnies énergétiques indépendantes étaient aussi impliqués dans des projets au Moyen-Orient. Je savais donc pertinemment que les assassins financiers étaient à l'œuvre en Irak. Les gouvernements Reagan et Bush étaient déterminés à faire de l'Irak une seconde Arabie saoudite. On se disait que Saddam avait toutes les raisons du monde de vouloir suivre l'exemple de la maison des Saouds. Il n'avait qu'à considérer les bénéfices retirés par les Saoudiens dans l'affaire du blanchiment d'argent. Depuis la conclusion de cette entente, des villes modernes avaient surgi du désert saoudien, les chèvres mangeuses d'ordures avaient été remplacées par d'élégants camions, et maintenant les Saoudiens jouissaient des technologies les plus avancées. Usines de dessalement, systèmes de traitement des eaux usées, réseaux de communication et services d'électricité publique. Saddam Hussein savait sûrement que les Saoudiens jouissaient aussi d'un traitement de faveur quant aux lois internationales. Leurs bons amis de Washington fermaient les yeux sur plusieurs de leurs activités, dont le financement de groupes fanatiques considérés comme radicaux, sinon terroristes, et l'hébergement de fugitifs internationaux. En fait, les États-Unis ont demandé et obtenu l'appui financier des Saoudiens pour la guerre menée en Afghanistan par Oussama Ben Laden contre l'Union soviétique. Les gouvernements Reagan et Bush non seulement ont encouragé les Saoudiens en ce sens, mais ils ont aussi fait pression sur plusieurs autres pays pour qu'ils les imitent ou, tout au moins, ferment les yeux. La présence d'assassins financiers à Bagdad fut très forte durant les années 80. On croyait que Saddam finirait par comprendre, et je devais être d'accord avec cette hypothèse. Après tout, si l'Irak parvenait à conclure avec Washington une entente semblable à celle qui avait été passée avec les Saoudiens, Saddam serait assuré de garder le pouvoir en Irak et pourrait même étendre son influence dans cette partie du monde. Il importait peu qu'il fût un tyran morbide ayant commis des assassinats collectifs ou que ses tics et sa brutalité fissent songer à Adolf Hitler. Les États-Unis avaient déjà toléré et même soutenu des hommes comme lui à plusieurs reprises. Nous aurions été heureux de lui offrir des titres d'État en échange de pétrodollars, de la promesse d'un approvisionnement pétrolier constant ainsi que d'une entente selon laquelle les intérêts rapportés par ces titres seraient utilisés pour engager des compagnies américaines afin d'améliorer les infrastructures de l'Irak, de créer des villes et de changer les déserts en oasis. Nous lui aurions vendu volontiers des chars d'assaut et des avions de chasse et construit des centrales chimiques et nucléaires, comme nous l'avions fait dans tant d'autres pays, même si ces technologies pouvaient servir à produire des armes sophistiquées. L'Irak était très important pour nous, et beaucoup plus qu'il ne le semblait. Contrairement à l'opinion générale, l'intérêt pour ce pays n'est pas qu'une affaire de pétrole, c'est aussi une affaire d'eau et de géopolitique. L'Irak est traversé par deux fleuves, le Tigre et l'Euphrate. Il contrôle donc les plus importantes ressources d'eau de la région. Durant les années 80, l'importance de l'eau, tant sur le plan politique qu'économique, devint une évidence pour ceux qui, comme moi, œuvraient dans le domaine de l'énergie et de l'ingénierie. Dans la course à la privatisation, plusieurs des grandes compagnies qui désiraient absorber les petites entreprises énergétiques indépendantes envisageaient de privatiser les systèmes fluviaux d'Afrique, d'Amérique latine et du Moyen-Orient. Outre son pétrole et son eau, l'Irak jouit d'une situation géographique stratégique. Il a une frontière commune avec l'Iran, le Koweït, l'Arabie saoudite, la Jordanie, la Syrie et la Turquie, et un littoral sur le golfe Persique. Il se trouve à portée de missiles d'Israël et de l'ex-Union soviétique. Les stratèges militaires apparentent l'Irak moderne à la vallée du fleuve Hudson, durant les guerres franco-amérindiennes et la Révolution américaine. Au XVIIIe siècle, les Français, les Britanniques et les Américains savaient que le contrôle de la vallée de l'Hudson assurait celui de tout le continent. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît que le contrôle de l'Irak assure celui du Moyen-Orient.
Par-dessus tout, l'Irak représentait un vaste marché pour la technologie américaine et l'expertise d'ingénierie. Le fait qu'il possède l'un des plus importants gisements de pétrole de la planète, selon certaines estimations, ce gisement serait même supérieur à celui de l'Arabie Saoudite, le plaçait en position de financer d'importants programmes d'infrastructure et d'industrialisation. Tous les acteurs importants, les compagnies d'ingénierie et de construction, les fournisseurs de systèmes informatiques, les constructeurs d'avions, de missiles et de chars d'assaut, les compagnies de produits chimiques et pharmaceutiques, lorgnaient l'Irak. Toutefois, dès la fin des années 80, il devint évident que Saddam n'adhérerait pas au scénario des assassins financiers. Ce fut là une grande frustration et une source d'embarras pour le premier gouvernement Bush. À l'instar du Panama, l'Irak contribuait à l'image de mauviette de George H.W. Bush. Alors que celui-ci cherchait une porte de sortie, Saddam lui en fournit une sans le vouloir. En août 1990, il envahit l'émirat du Koweït, riche en pétrole. Bush réagit en l'accusant de violer la loi internationale, même si, moins d'un an auparavant, il avait lui-même organisé l'invasion illégale et unilatérale du Panama. On ne fut donc pas surpris lorsque le président ordonna finalement une attaque militaire en règle contre l'Irak. 500 000 soldats américains furent envoyés comme participants d'une force internationale. Pendant les premiers mois de 1991, une attaque aérienne fut lancée contre des cibles militaires et civiles. Elle fut suivie d'un assaut terrestre qui dura une centaine d'heures et qui mit en déroute l'armée irakienne, inférieure en nombre et en armement. Le Koweït était sauvé. Un véritable despote avait été châtié, quoiqu'il ne fût pas traduit en justice. La popularité de Bush atteignit 90% auprès du peuple américain. Au moment de l'invasion de l'Irak, j'assistais à des réunions à Boston. C'était l'une des rares fois où l'on m'avait réellement demandé de faire quelque chose pour SWEC. J'ai un vif souvenir de l'enthousiasme avec lequel la décision de Bush fut accueillie. Naturellement, tous les gens de l'organisation de Stone et Webster étaient fous de joie, et pas seulement parce que nous avions agi contre un dictateur meurtrier. Pour eux, une victoire américaine en Irak serait l'occasion de faire d'énormes profits et d'obtenir des promotions et des augmentations. L'excitation ne fut pas limitée aux compagnies qui bénéficieraient directement de la guerre. Bien des Américains désiraient voir leur pays se réaffirmer militairement. Je crois qu'il y avait plusieurs raisons à cette attitude, dont le changement de philosophie survenu quand Reagan l'emporta sur Carter, que les otages d'Iran furent libérés et que le nouveau président républicain annonça son intention de renégocier le traité du canal de Panama. L'invasion du Panama par Bush jetant ensuite de l'huile sur le feu. Je crois cependant que, sous les discours patriotiques et les appels aux actes, une transformation plus subtile avait lieu dans la manière dont les milieux commerciaux américains, et donc la plupart des gens travaillant pour des compagnies américaines, considéraient le monde. La course à l'empire global était devenue une réalité à laquelle participait une grande partie du pays. Les concepts de globalisation et de privatisation s'immisçaient dans nos psychés. En dernière analyse, il ne s'agissait plus uniquement des États-Unis d'Amérique. L'empire global était bel et bien réalisé. Il dépassait toutes les frontières. Les compagnies considérées auparavant comme des entreprises américaines étaient devenues véritablement internationales, même d'un point de vue juridique. Plusieurs s'étaient constituées en sociétés commerciales dans une multitude de pays. Elles pouvaient donc choisir de mener leurs activités sous tout un assortiment de règlements et un grand nombre d'organisations et d'ententes commerciales globalisantes leur facilitaient les choses. Les mots démocratie, socialisme et capitalisme étaient presque devenus désuets. La corporatocratie était maintenant une réalité qui exerçait la plus grande influence sur la politique et l'économie mondiale. Par une étrange tournure des événements, j'ai cédé à la corporatocratie lorsque j'ai vendu IPS en novembre 1990. Pour mes partenaires et moi, c'était une transaction profitable, mais nous avons vendu surtout parce que la compagnie Ashland Oil avait exercé sur nous d'énormes pressions. Je savais par expérience qu'il aurait été coûteux de s'y opposer, et pas seulement financièrement, tandis que la vente nous enrichirait. Je trouvais toutefois ironique que ma compagnie d'énergie de substitution devienne la propriété d'une compagnie pétrolière. Je me sentais un peu traître envers moi-même. SWEC exigeait très peu de mon temps. On me demandait occasionnellement de me rendre à Boston pour assister à une réunion ou pour aider à préparer une proposition. On m'envoyait parfois dans des villes comme Rio de Janeiro afin de frayer avec les acteurs de l'endroit.
Un jour, j'allais au Guatemala en jet privé. Je téléphonais fréquemment aux directeurs de projet pour leur rappeler que j'étais sur la liste de paye et que j'étais disponible. Recevoir autant d'argent pour faire si peu me posait un problème de conscience. Je connaissais bien le métier, je voulais accomplir quelque chose d'utile, mais cela ne faisait tout simplement pas partie de leur programme. J'étais hanté par l'image de l'homme se situant au milieu. Je voulais faire quelque chose qui justifiât mon existence, compenser par du bien tout le mal que j'avais fait. Je continuais à travailler secrètement, quoique très irrégulièrement, à la conscience d'un assassin financier, mais sans me faire d'illusions sur son éventuelle publication. En 1991, je commençais à guider de petits groupes de gens en Amazonie, chez les Shuar, qui partageaient avec eux leurs connaissances environnementales et leur enseignaient les méthodes de guérison indigène. Pendant les quelques années suivantes, la demande pour ces voyages augmenta rapidement, ce qui entraîna la création d'un organisme sans but lucratif, Dream Change Coalition, destiné à amener les gens des pays industrialisés à concevoir autrement la planète et notre relation avec elle. Dream Change a fait des adeptes partout dans le monde et suscité la création d'organismes semblables dans plusieurs pays. Le magazine Time l'a choisi avec 12 autres organismes dont le site internet reflète le mieux les idéaux de la journée de la Terre. Tout au long des années 90, je me suis impliqué de plus en plus dans le monde non lucratif. J'ai participé à la création de plusieurs organismes et siégé au conseil d'administration de quelques autres. Plusieurs de ces organismes sont nés du travail des gens dévoués de Dream Change. Ils œuvraient avec des peuples indigènes d'Amérique latine, les Shuar et les Achuar d'Amazonie, les Quechua des Andes, les Mayas du Guatemala, ou faisaient découvrir ces cultures à des Américains et à des Européens. Sweck approuvait ce travail philanthropique qui était tout à fait compatible avec son propre engagement envers Centraide. J'ai aussi écrit d'autres livres, en prenant bien soin de n'y traiter que des renseignements indigènes et d'éviter toute référence à mes activités d'assassin financier. En plus de m'occuper, cela me permettait de demeurer en contact avec l'Amérique latine et avec les questions politiques qui m'intéressaient au plus haut point. Mais j'avais beau vouloir me convaincre que mes activités non lucratives et littéraires réparaient mes actions passées, j'y parvenais de moins en moins. Dans mon fort intérieur, je savais que je me dérobais à mes responsabilités envers ma fille. Jessica héritait d'un monde où des millions d'enfants sont, dès leur naissance, accablés de dettes qu'ils ne pourront jamais rembourser, et j'en étais en partie responsable. Mes ouvrages avaient de plus en plus de succès, surtout The World is as you dream it, le monde est tel qu'on le rêve. Sa popularité m'amena à donner davantage de conférences et d'ateliers. Parfois, devant un auditoire, que ce soit à Boston, à New York ou à Milan, je me rendais compte de l'ironie de la situation. Si le monde est vraiment tel qu'on le rêve, pourquoi avais-je rêvé un tel monde ? Comment avais-je pu participer activement à la création d'un tel cauchemar ? En 1997, je fus engagé par l'Omega Institute pour animer un atelier d'une semaine aux Caraïbes dans une petite localité de l'île de Saint-John. J'y arrivai tard le soir. Le lendemain matin, à mon réveil, je m'aperçus, en sortant sur un petit balcon, que ma chambre d'hôtel donnait sur la baie dans laquelle, 17 ans plus tôt, j'avais pris la décision de quitter Maine. Je m'effondrai dans une chaise, envahi par l'émotion. Pendant toute la semaine, je passais la plupart de mes temps libres sur ce balcon, à regarder la baie Leinster, en essayant de définir ce que je ressentais. Je finis par me rendre compte que, même si j'avais démissionné, je n'avais pas fait le pas suivant et que ma décision de demeurer au milieu avait des conséquences néfastes. Dès la fin de la semaine, j'avais conclu que le monde qui m'entourait n'était pas celui que je voulais rêver et qu'il me fallait faire exactement ce à quoi j'exhortais mes élèves. Changer mes rêves de sorte qu'ils reflètent ce que je désirais que soit ma vie. Lorsque je rentrais chez moi, j'abandonnais ma pratique de consultant commercial. Le président de Sweck, qui m'avait engagé, avait pris sa retraite et avait été remplacé par un homme plus jeune que moi, qui apparemment ne se préoccupait aucunement de ce que j'aurais pu divulguer. Il avait mis sur pied un programme de réduction des coûts et il était content de ne plus avoir à me payer mon exorbitante provision. Je décidai alors de terminer le livre sur lequel je travaillais depuis longtemps. Cette seule décision me procura un immense soulagement. Je fis part de mon projet à de proches amis, surtout des gens du monde non lucratif qui travaillaient à la préservation des cultures indigènes et des forêts tropicales. À ma grande surprise, ils furent consternés.
Ils craignaient que cela ne nuise à mon travail d'enseignement et ne mette en péril les organismes à but non lucratif que je soutenais. Plusieurs d'entre nous aidaient des tribus de l'Amazonie à protéger leur territoire contre les compagnies pétrolières. Si je parlais, disait-on, cela pourrait miner ma crédibilité et retarder tout le mouvement. Certains menacèrent même de me retirer leur appui. Une fois de plus, j'arrêtai donc d'écrire. Je m'occupais plutôt d'emmener les gens dans l'Amazonie profonde pour leur faire découvrir un lieu et une tribu n'ayant pratiquement pas subi l'influence du monde moderne. En fait, c'est là que je me trouvais le 11 septembre 2001.